Mohamed rentra chez lui en courant, le souffle court, le visage couvert de sueur. Il claqua la porte derrière lui, poussa les deux verrous, puis son dos glissa contre le mur, son corps s'effondrant de fatigue et de peur. Il regarda la clé USB qu'il serrait dans sa main. Elle semblait vivante. C'était une sensation étrange, comme si elle pulsait faiblement, comme si quelque chose respirait à l'intérieur. Il essaya de se rassurer, se murmurant à lui-même, « Ce n'est qu'une clé, calme-toi, Mohamed, calme-toi. » Mais au fond de lui, il savait que c'était un mensonge. Cette clé n'avait rien d'ordinaire. Avec des mains qui tremblaient tellement qu'il avait du mal à contrôler ses gestes, il alluma son vieil ordinateur portable. L'écran s'illumina, projetant une lueur blafarde sur son visage anxieux. Il prit une profonde inspiration et inséra la clé dans le port USB. Instantanément, l'écran devint noir. Un silence pesant s'installa dans la petite pièce, seulement brisé par les battements frénétiques de son cœur. Puis, une seule phrase apparut, écrite en lettres rouges, sanglantes, au milieu de l'obscurité numérique, « Bienvenue, Mohamed Diémé ». Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Comment cette chose connaissait-elle son nom complet? Pris de panique, il arracha brusquement la clé du port. Mais l'écran ne s'éteignit pas. Au contraire. Une vidéo se lança toute seule, sans qu'il n'ait cliqué sur quoi que ce soit. Et ce qu'il vit le figea sur place. C'était lui. Lui, quelques heures plus tôt, s'introduisant dans la somptueuse villa de l'homme d'affaires. La caméra le suivait, comme s'il était filmé par un fantôme. On le voyait forcer la fenêtre, se faufiler dans le bureau luxueux, trouver la mallette cachée derrière une bibliothèque. La vidéo montrait ensuite un gros plan de son visage alors qu'il ouvrait la mallette, ses yeux s'écarquillant, un sourire de triomphe se dessinant sur ses lèvres en voyant les liasses de billets. Il se sentit nauséeux. Il avait été observé, filmé, piégé depuis le début. Puis, l'image changea brusquement. La villa de luxe laissa place à une pièce sombre, humide, aux murs décrépits. Au centre, une silhouette était attachée à une chaise en bois. La personne avait un sac en toile de jute sur la tête, dissimulant son identité. Mohamed retint son souffle. Une voix résonna alors, une voix calme, posée, terrifiante. C'était la même voix que celle de l'homme en costume qu'il avait croisé en fuyant la villa. La voix dit, sans la moindre inflexion, « Chaque fois que tu échoues, quelqu'un prend sa place ici. » Le corps attaché sur la chaise se mit à trembler convulsivement, secoué par des sanglots étouffés. Et la caméra commença à se rapprocher, lentement, insupportablement lentement, accentuant le suspense jusqu'à un point de rupture. La gorge de Mohamed se serra, l'air refusait d'entrer dans ses poumons. Il avait l'impression de suffoquer. La main gantée de l'homme apparut à l'écran, s'approchant du sac. Mohamed ferma les yeux une seconde, priant pour que ce ne soit pas ce qu'il pensait. Mais il ne pouvait s'empêcher de regarder. Quand la main retira le sac d'un geste sec, le visage apparut. Un visage familier. Un visage qui fit voler son monde en éclats. Un visage qui le brisa en 1000 morceaux. C'était Diallo. Son meilleur ami. Son frère de cœur, celui avec qui il avait grandi dans les rues de Dakar. Non, souffla-t-il, sa voix à peine un murmure. Non, 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 non. Il se mit à frapper la table de son poing, la rage et le désespoir le submergeant. La vidéo se coupa aussi brusquement qu'elle avait commencé. L'écran redevint noir, puis un nouveau message apparut, toujours en lettres rouges, « Si tu veux sauver Diallo, viens demain à 21h au hangar 17 du port. Et n'oublie pas la mallette. » Mohamed resta figé, les yeux rivés sur l'adresse, son esprit tournant à vide. Juste à ce moment-là, son téléphone, posé sur la table, vibra. Un nouveau message. Il le lut, et une goutte de sueur froide glissa lentement le long de sa colonne vertébrale. Le message ne contenait que 6 mots, et ne raconte rien à personne. Ce soir-là, dans le silence de sa petite chambre, Mohamed comprit enfin la terrible vérité. Ce n'était plus une histoire de vol, un simple coup pour se sortir de la misère. C'était devenu une chasse. Une chasse à l'homme. Et lui, le chasseur improvisé, venait de devenir la proie. La nuit s'annonçait longue, et la journée du lendemain, décisive. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez savoir ce qu'il va advenir de Mohamed et de son ami Diallo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite de cette histoire. À très bientôt. Le rendez-vous de 21h. Toute la journée, Mohamed est resté enfermé chez lui. Il n'a pas mangé, pas parlé, presque pas bougé. Le monde extérieur n'existait plus. À 20h30, il a pris la mallette. Elle était lourde, comme si chaque billet était un poids sur sa conscience. Il a marché jusqu'à l'endroit indiqué, un ancien bâtiment abandonné près du rond-point de Grand Yoff. Le genre d'endroit où personne ne met les pieds la nuit. Il est entré. L'intérieur était sombre, silencieux, poussiéreux. Il a avancé au milieu des piliers cassés. Une voix a résonné dans tout le bâtiment. Mohamed Diémé. L'homme en costume est sorti de l'ombre. Toujours calme. Toujours propre. Comme si rien ne pouvait le toucher. Tu as la mallette? Oui, où est Diallo? L'homme a souri. Un cliquetis a retenti au fond de la pièce. 2 silhouettes sont sorties de l'obscurité, des hommes masqués, traînant Diallo, ligoté et à moitié conscient. Il est vivant. Pour l'instant. Mohamed a senti la colère monter en lui. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez de moi?
L'homme a tapoté la mallette. On ne veut pas ton argent. On veut ta peur. Il s'est approché, tellement près que Mohamed a senti son parfum froid. Tu as volé la mauvaise personne. Cette mallette ne contient pas juste de l'argent. Elle choisit son propriétaire. Et toi? L'homme a touché la poitrine de Mohamed. Elle t'a choisi. Mohamed a reculé, terrifié. Pourquoi moi? Je suis personne. L'homme a éclaté d'un rire sans joie. C'est justement pour ça. Il a claqué des doigts. Les hommes masqués ont pointé une arme sur Diallo. Tu veux qu'il vive? Alors écoute. L'homme lui a tendu un petit sachet noir. Ce soir, tu dois poser ça quelque part. Une seule adresse. Une seule mission. Mohamed a tremblé. Et si je refuse? Les hommes ont tiré Diallo au sol. Il a hurlé. L'homme en costume a répondu calmement, alors demain, tu recevras une vidéo. D'une autre personne que tu connais. Attachée. Comme lui. Le bâtiment entier semblait se resserrer autour de Mohamed. Vous êtes des monstres? L'homme a souri. Non. Nous sommes juste, nécessaires. Il a reculé dans l'ombre. Les hommes masqués ont poussé Diallo vers Mohamed. Demain à 20h. Accomplis la tâche. Ou quelqu'un d'autre souffrira. Puis ils ont disparu. Mohamed, avec Diallo accroché à lui, est resté pétrifié dans le silence. Cette nuit-là, il a compris quelque chose d'encore plus terrible. Ce n'était plus une malédiction. C'était une organisation. Une force invisible. Un réseau qu'on ne pouvait ni combattre, ni fuir. Et quoi qu'ils fassent, ils avaient déjà gagné. Mohamed passa la nuit à veiller sur Diallo, assis sur le sol fissuré de son salon. Son ami tremblait encore, complètement traumatisé. D'une voix faible, Diallo murmura, « Mohamed, c'était qui ces gens? Qu'est-ce que tu as fait ?» Mohamed ne répondit pas. Il n'avait plus la force de mentir, plus la force de trouver des excuses. Son silence était un aveu. Sur la table basse, le sachet noir reposait, fermé, d'apparence innocente, mais il pesait sur la pièce comme une condamnation. Soudain, une vibration. Son téléphone s'alluma, affichant un nouveau message, sec et direct, « Aujourd'hui, tu dois déposer le sachet à Liberté 6. Devant la boutique Fanta Service. À 19h45 précise. Pas 19h44. Pas 19h46. » Le message insistait sur cette précision chirurgicale. Mohamed sentit une vague de froid le parcourir. Le téléphone clignota de nouveau, un deuxième message, encore plus glaçant, « Si tu ouvres le sachet, Diallo mourra avant le coucher du soleil. » Son estomac se retourna. C'était un piège parfait. Sa curiosité contre la vie de son meilleur ami. Le choix était impossible, et pourtant il était déjà fait. La journée fut un supplice. L'attente. Chaque tic-tac de l'horloge était une menace. Chaque minute qui passait le rapprochait de l'échéance fatale. Allongé, Diallo, de plus en plus faible, le regarda avec une tristesse infinie. « Frère, si c'est moi qu'ils veulent, laisse-moi. Sauve-toi. » Mais Mohamed secoua la tête, la mâchoire serrée. Personne ne mérite ça. Personne. Il ne l'abandonnerait pas. Jamais. C'était sa faute, c'était à lui de régler ça. À 18h30, l'heure était venue. Mohamed enfila un grand boubou large, espérant se fondre dans la masse. Il attrapa le sachet noir, dont le poids semblait avoir décuplé. Il aida Diallo, qui marchait avec une difficulté douloureuse, à se lever. Ils sortirent dans le tumulte du soir d'Aqua et hélèrent un taxi clando en direction de Liberté 6. Dehors, la vie battait son plein. Les klaxons, les cris des vendeurs ambulants, la foule qui se pressait sur les trottoirs. Mais pour Mohamed, tout était silencieux. Un silence assourdissant, comme si le monde entier retenait son souffle en même temps que lui. Il était dans une bulle de peur, isolé au milieu de la multitude. Leur hache approchait inexorablement. Arrivé à destination, ses yeux balayèrent la rue, cherchant la boutique. Il la repéra, Fanta Service. Une enseigne simple, une lumière blanche crue éclairant l'intérieur. Une vendeuse était assise derrière un comptoir, l'air détaché, absorbée par son téléphone. Rien de suspect. Tout paraissait terriblement normal. C'était ça, le plus effrayant. La banalité du décor contrastait violemment avec la tension qui broyait les entrailles de Mohamed. L'horloge de son téléphone afficha 19h44. Plus qu'une minute. 60 secondes qui s'étirèrent comme une éternité. 19h45, c'est le moment. Le cœur battant à tout rompre, il s'avança, le pas hésitant. Il posa le sachet noir juste devant la porte de la boutique. Exactement comme demandé. Puis, il recula de quelques pas, rejoignant Diallo qui l'attendait, tremblant. C'est alors que, sans le moindre bruit, un pick-up aux vitres teintées passa lentement devant eux. La vitre arrière s'abaissa. Une caméra apparut, son objectif braqué sur lui. On le filmait. La preuve. La confirmation. Une nouvelle vibration. Un message sur son écran, mission accomplie. Tu peux rentrer. Mohamed n'osa pas regarder derrière lui. Il n'osa pas voir qui récupérait le sachet. Il attrapa le bras de Diallo et le tira. Viens, on s'en va. Ils s'enfuirent, marchant aussi vite que le permettait l'état de Diallo, se perdant dans les ruelles adjacentes. Il n'était qu'à 2 rues de là quand un bruit sourd déchira l'air. Boum. Une explosion. Puissante. Assourdissante. Une onde de choc les projeta presque au sol. Le sol trembla, les vitres des immeubles environnants vibrèrent, certaines éclatèrent dans un fracas de verre.
Des cris de panique s'élevèrent de partout. Les gens couraient dans tous les sens, la terreur peinte sur leur visage. Mohamed se retourna, le souffle coupé. Là où se tenait la boutique Fantaservice, il n'y avait plus qu'un brasier. Des flammes immenses s'élevaient vers le ciel déjà sombre de Dakar, crachant une épaisse fumée noire. Diallo, à ses côtés, se mit à hurler, une terreur pure dans la voix. « Mohamed, qu'est-ce qu'il y avait dans le sachet? Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais Mohamed ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il savait. Il avait compris, sans qu'on ait besoin de lui expliquer. L'image de la caméra, le timing parfait, l'explosion, tout s'emboîtait dans un puzzle macabre. Il venait d'être l'instrument d'un acte horrible. Un attentat. Une vengeance. Un meurtre ciblé, et il en était le livreur. Il n'était plus seulement un petit voleur essayant de survivre. Il était devenu un pion, une marionnette dans un jeu mortel dont les règles lui échappaient totalement. Et le pire, c'est qu'il savait au fond de lui qu'il n'y avait aucun retour en arrière possible. Il était piégé. À jamais. La nuit est tombée sur Dakar. Dans les rues, l'écho des sirènes déchire le silence. Les radios, les télévisions, toutes parlent de la même chose, une explosion criminelle à Liberté 6. Pendant que la ville retient son souffle, Mohamed et Diallo se terrent dans une petite chambre, prêtée en urgence par un cousin. L'air est lourd, chargé de peur. Diallo, le visage blême, brise le silence. Sa voix n'est qu'un murmure terrifié. « Frère, tu dois tout raconter à la police. C'est la seule solution. On ne peut pas continuer comme ça. » Mohamed secoue la tête, les yeux hantés par ce qu'il a vu. « Non, non, tu ne comprends pas. Tu n'as pas vu leur visage, Diallo? Ces types, ce ne sont pas des hommes comme nous. La police ne peut rien contre eux. » Soudain, le bip strident d'un message transperce la tension. Un seul message. 3 mots sur l'écran du téléphone de Mohamed. « Ouvre la mallette. » Le cœur de Mohamed s'arrête. Il se retourne lentement. Elle est là. Devant la porte de la chambre. La mallette noire. Comment est-elle arrivée ici? Il ne l'avait pas amenée. Une certitude glaciale s'impose à lui, elle revenait toujours. C'était une évidence aussi terrible que la mort. Elle était une partie de lui, désormais. Ses mains tremblent alors qu'il s'approche. Il s'agenouille, pose ses doigts sur les fermoirs métalliques. Il sait qu'il ne trouvera pas les billets. Il le sent dans ses os. Le clic des verrous résonne comme un coup de feu dans la petite pièce. Il soulève le couvercle. Et ce qu'il voit, n'est plus humain. Ce n'est plus l'argent sale et facile qui le hante. C'est quelque chose de bien plus ancien, de bien plus sombre. Au lieu des liasses de billets de banque, un masque repose sur le velours rouge usé. Un masque noir, sculpté dans un bois inconnu, un bois qui semble avoir absorbé la nuit elle-même. Il est ancien, tribal, et son expression est terrifiante. Des symboles sont gravés sur son front et ses joues, des symboles que Mohamed reconnaît vaguement comme du Wolof ancien, une langue mystique, presque oubliée. Une odeur étrange s'en échappe, une odeur de terre brûlée après un orage, de cendres froides et d'encens. Diallo recule d'un bond, comme s'il venait d'être mordu par un serpent. Mais, c'est quoi ce truc? Sa voix est étranglée par la panique. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Mohamed ne répond pas. Son regard est fixé sur un bout de papier plié, posé au fond de la mallette, sous le masque. Lentement, comme dans un cauchemar, il le déplie. L'écriture est la même que celle des messages. Nette, impersonnelle, cruelle. Tu as maintenant 48 heures pour livrer le masque. Miracle Medical Center, Ngor. Chambre 209. Miracle Medical Center. Le nom frappe Mohamed comme un coup de poing en plein visage. Le sang se retire de son visage. Ses mains se mettent à trembler de façon incontrôlable. Il connaît ce nom. Oh oui, il le connaît. C'était l'hôpital où travaillait sa propre mère. Sa mère. Aide-soignante, là-bas, depuis 10 ans. La seule personne qui comptait vraiment pour lui. La panique, pure et glaciale, s'empare de lui. Il attrape son téléphone, compose frénétiquement le numéro de sa mère. Son pouce glisse sur l'écran. Ligne occupée. Il réessaie. Ligne occupée. Encore. Et encore. Toujours la même tonalité stridente, moqueuse. Puis, comme une sentence, un nouveau message apparaît sur son écran. Ta mère n'est plus en sécurité. Tout dépend de toi maintenant. Chaque mot est un poignard dans son cœur. Il laisse tomber le téléphone. L'air lui manque. Diallo, voyant son ami s'effondrer, se précipite vers lui et lui serre l'épaule. Son ton a changé. La peur est toujours là, mais elle est mêlée à une urgence nouvelle. Frère, écoute-moi. Tout ça, c'est plus grand que nous. C'est plus grand que l'argent, plus grand que Dakar. Tu dois me dire la vérité. Toute la vérité. C'est quoi, cette mallette? Mohamed relève la tête. Ses yeux sont vides, perdus dans un abîme de terreur. Il inspire profondément, cherchant l'air, cherchant le courage. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il ose mettre des mots sur sa peur. La vérité, aussi folle soit-elle.
Cette mallette, elle ne m'appartient pas. Elle m'utilise. C'est elle qui décide. Quand je m'en débarrasse, elle revient seule. Elle apparaît devant ma porte, dans ma voiture. Elle me donne de l'argent, puis des missions, des menaces. C'est comme si elle était vivante, Diallo. Diallo le regarde, les yeux écarquillés. Il ne le prend pas pour un fou. Il le croit. Et la conclusion qu'il en tire est terrifiante. On dirait, un sacrifice. Un pacte. Mohamed secoue la tête. Un sourire amer et désespéré se dessine sur ses lèvres. Non. C'est pire que ça. Comme pour confirmer ses paroles, le téléphone vibre à nouveau sur le sol. Ils baissent tous les deux les yeux vers l'écran illuminé. La mallette ne choisit jamais au hasard. Elle choisit les coupables. Et tu es l'un d'eux. Coupable? Coupable de quoi? Avant même que Mohamed ait pu formuler la question dans son esprit, un dernier message arrive, le coup de grâce. Tu livreras le masque. Ou ta mère sera la prochaine. Un silence de mort s'installe dans la pièce. Dehors, les sirènes se sont tues. Tout est calme. Trop calme. Et pour la première fois de sa vie, Mohamed ne voit aucune issue. Il sent au plus profond de son être, avec une certitude absolue et terrifiante, qu'il n'allait pas survivre à cette histoire. L'ombre du masque s'étendait sur sa vie, et il était déjà trop tard. La partie était lancée, et les règles n'étaient pas les siennes. La suite de cette histoire arrive très vite. Si vous ne voulez pas la manquer, abonnez-vous et activez les notifications. Merci de nous suivre.